chef de l'État Alassane Ouattara a échangé avec les cadres et chefs traditionnels de l'Agné-Bidiassa lors de sa visite hier dans cette région. Une occasion pour les populations de griner leurs préoccupations. La Banque mondiale annonce une enveloppe de 325 milliards de francs CFA pour le financement du plan régional de développement élaboré dans les 3 pays d'Afrique occidentale touchés par l'épidémie d'Ebola. C'était à l'ouverture des assemblées de printemps FMI Banque mondiale à Washington. Et puis c'est la journée mondiale de l'hémophilie aujourd'hui. L'hémophilie qui est un trouble de la coagulation du sang. Nous parlerons de cette maladie héréditaire dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a rencontré hier les cadres et chefs traditionnels de l'Agné-Bidiassa lors de sa visite dans cette région où il a inauguré l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. Les populations ont saisi cette occasion pour partager leurs préoccupations avec le président Ouattara. On en sait plus avec Awa Touri. Les cadres, les élus et les chefs traditionnels de Tiassalé, Tabo, Ndoussi et Sikensi adhèrent pleinement à l'appel de Daoukro et soutiennent totalement la politique du président de la République Alassane Ouattara. Un soutien réaffirmé par le deuxième vice-président du Conseil régional de l'Agné-Bidiassa, Amoussou Chal, porte-parole des populations, lors de la rencontre entre le chef de l'État, les cadres et les chefs traditionnels. Permettez-moi, Excellence, de vous féliciter au nom de toute la population de la région pour toutes les actions de développement que vous ne cessez d'entreprendre afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous notons également votre détermination en faveur de la paix et sur cette question, vous avez pris de nombreuses mesures afin de promouvoir la réconciliation nationale. Grâce à votre politique basée sur la culture de la paix, de nombreux exilés ont regagné la mère patrie où ils vivent dans la quiétude. Nous notons d'ailleurs que nombreux sont ceux d'entre eux qui donnent de la voix dans les rangs de l'opposition. Nous vous prions cependant, Monsieur le Président, de poursuivre inlassablement les efforts déjà entrepris afin que ceux des exilés qui hésitent encore empruntent le chemin du retour définitif dans leur pays. Au cours de cette séance d'échange, les populations ont exprimé leurs préoccupations, notamment sur les questions liées au foncier rural, à la promotion des cadres de la région, au retour des réfugiés et aux infrastructures routières et sociales. Le président de la République a sans détour apporté des éclairages et pris bonne note de ses préoccupations avant de saluer la grande mobilisation de l'Agné-Bidiassa qui est pour lui une marque d'affection. Vous avez parlé d'un sujet important qui concerne le retour des réfugiés, de nos frères et sœurs qui sont allés dans certains des pays voisins ou éloignés. Et beaucoup sont rentrés dans les mois qui viennent. Selon les estimations du Haut Commissariat aux réfugiés, près de 10 000 personnes pourraient rentrer d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, Madame la Présidente Hélène Johnson-Sirleaf et moi-même devrions nous rencontrer en Côte d'Ivoire d'ici le mois de juin pour faire le point. Donc je voudrais vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour que tous nos concitoyens qui le souhaitent puissent revenir au pays. Nous avons à cœur que nos concitoyens reviennent. Nous avons à cœur de régler le problème des victimes. Nous avons à cœur aussi de terminer le processus judiciaire ou juridique. Je voudrais aussi dire un mot sur la prochaine élection présidentielle. Je vous remercie du soutien que vous m'avez apporté et donc les engagements qui sont pris pour faire un score meilleur que celui de Congo de Korogo. Je suis sûr que tel que vous êtes mobilisés et connaissant beaucoup de mes frères et sœurs ici à mes côtés, je sais que nous serons engagés ensemble pour que ces élections soient non seulement apaisées, mais que cela demande que la page de la crise post-électorale est définitivement tournée. Et c'est par un fort taux de participation à ces élections que nous donnerons ce signal. Donc sur les élections, je suis totalement serein parce que nous avons en place une commission électorale
véritablement indépendante. Nous ferons l'élection présidentielle en octobre 2015. Ce qui est important, c'est le respect de la Constitution et la régularité du processus si nous voulons bâtir un pays moderne et un pays respecté. Les populations de l'Agnébie-Tiassa qui entendent accompagner et soutenir les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara lui ont promis un score mémorable à la présidentielle d'octobre 2015. Le chef de l'État a aussi expliqué que dans les mois à venir, d'importants investissements d'un montant de 10 milliards de francs CFA seront faits dans les 3 départements, notamment en matière d'eau potable, d'infrastructures routières. Les réactions des cadres chefs traditionnels au micro de Awatouri. Le président de la République a mis au cœur de son programme la santé des Ivoiriens. Un peuple sain dans un pays sain, un pays pacifique, pour pouvoir travailler, aller à l'émergence. Je ne peux que remercier le chef de l'État, parce que depuis 4 ans, il a fait beaucoup de choses pour toute la Côte d'Ivoire. Le fait d'être passé ici aujourd'hui, nous savons qu'il est venu avec le développement et toute la population, avec tous les cadres réunis, nous lui disons merci. C'est vraiment un grand sentiment de joie. Nous avons ici une infrastructure qui permettra de répondre aux besoins sanitaires du département, de la région, voire du pays, puisque c'est situé à la croisée de grands axes routiers. En une journée, notre département a tout eu. Toutes les composantes du département ont eu droit à des dons importants. Les chefs de communauté, les chefs religieux. Le président a promis de faire en sorte que toutes les doléances des populations en termes d'infrastructures soient réalisées. Et je crois que c'est ce que nous tirons comme profit ou bénéfice de cette journée. Vraiment, la joie est tellement immense que je ne sais pas quoi dire. Pour dire que nous sommes contents, on l'attendait depuis longtemps. Et Dieu merci qu'il est arrivé. Et toutes les promesses qu'il a faites, je crois que Tiassa va redémarrer. Franchement dit, son arrivée ici nous a totalement séduit parce qu'on ne s'attendait pas. Parce que c'est la première fois. Depuis, il y a eu plusieurs présidents qui sont passés. On a toujours attendu leur arrivée, mais ils nous promettent qu'ils n'arrivent pas. Pour cette fois-ci aussi, on ne pensait même pas qu'il allait arriver. Et comme lui tient toujours à sa parole, il est arrivé. Vraiment, ça nous a tellement plu que vraiment, c'est même pas ce qu'il faut dire. Donc ce qui fait que pour les élections à venir, on va se mobiliser pour lui faire un beau tour de score. Nous sommes heureux, très heureux, à tel point que l'émotion fait que nous n'avons même pas de mots à lui dire que de dire merci. Il nous a fait beaucoup de dons. Il nous a promis. Donc la région Agnébie-Tiassa sera en chantier. Et ça serait les retombées. Et ça serait des peuples en souffrance qui seront heureux de bénéficier des retombées du pays et à travers le président de la Côte d'Ivoire. En le voyant, chacun veut le toucher. Et moi, il m'a salué 2 fois. Je ne vais pas laver ma main parce que pour moi, c'est un des disciples de Houphouët-Boigny, plus proche. Donc, je vais garder ça pendant au moins 2 jours. Parce que, comme on le dit, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Mais qu'est-ce que nous apprécions aujourd'hui? Les réalisations du président Alassane. Donc, ce n'est pas de la politique politicienne. Voilà. Donc, que les gens ne nous fassent un mauvais procès. Nous voulons que le président Alassane continue ses travaux. La manière dont le président de la République, Houphouët-Boigny, a bâti ce pays a été défiguré. Lui aussi, il est venu comme un don de Dieu pour reconstituer ce pays. Il nous a demandé 10 ans, accordons-lui les 10 ans et je crois que nous ne serons plus que satisfaits. Ça a été une dièse populaire, vous avez pu constater vous-même. Et puis l'apothéose au stade de Tiassa. Nous avons été comblés par la première dame d'abord et ensuite le président lui-même qui est en fait chez lui. Le département de Sikensi, Tiassa, c'est chez le président. Il a comblé la population de beaucoup de cadeaux, beaucoup de très bonnes choses. Mais le plus important, c'est les projets de développement. Il va désenclaver la région de l'Agnébie-Tiassa qui était véritablement un problème. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes très satisfaits et bravo au président. Le 25 avril prochain va se tenir à Abidjan la convention pour l'investiture du président Ouattara, candidat unique du RHDP. 200 000 personnes sont attendues à cette convention. Le comité d'organisation était face à la presse aujourd'hui même pour en parler. Léon Bro. 200 000 personnes invitées à la convention du 25 avril pour investir le président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2015.
mais sont habilités à participer aux travaux. 30 000 militants, tous des membres statutaires des congrès du PDCI RDA, RDR, UDPCI, MFA et UPC, ces 5 partis politiques membres du RHDP. Pour le reste, seront aménagées des artères de la commune du Plateau, dont la portion de route comprise entre la cathédrale Saint-Paul et l'Assemblée nationale. Des dispositions pour permettre au grand nombre de vivre cette convention d'investiture qui, selon le président du comité d'organisation, se veut une communion entre oufouettistes, d'où le choix du stade Félix Houphouët-Boigny. La première attente, c'est la symbolique. Félix Houphouët-Boigny, parce que nous sommes les enfants d'Houphouët-Boigny, la famille oufouettiste. La deuxième, c'est que c'est le RHDP. Aussi bien au plan sociologique qu'au plan même de sa capacité à mobiliser, le RHDP représente un peu plus de 80% des Ivoiriens. Donc, un tel événement d'une telle envergure ne pouvait se tenir qu'à Abidjan. En plus de ces 2 raisons, le président du comité d'organisation de la convention d'investiture fait noter la prise en compte des difficultés techniques et logistiques qui ont émaillé l'investiture en 2011 du président de la République à Yamoussoukro. Ceci en réponse à la presse pour qui la chefferie de la capitale politique aurait refusé au RHDP la tenue de sa convention d'investiture sur ces terres. Nous avons raisonné aussi en termes de capacité. Parce que 200-300 000 personnes à Yamoussoukro, on aurait été confronté à des problèmes d'infrastructure hôtelière, on aurait été confronté à beaucoup de problèmes. C'est une analyse factuelle qui n'a aucune autre connotation. Elle n'est pas politique et ça n'a rien à voir avec les têtes couronnées. D'ailleurs, toutes ces têtes couronnées seront au stade Houphouët-Boigny. Aussi expliquer les dispositions sécuritaires et logistiques pour notamment le convoyage des militants et sympathisants du RHDP, toute chose qui augure du succès de la convention d'investiture du candidat unique Alassane Ouattara, une cérémonie qui sera honorée de la présence de Henri Konan Bédié, le président du directoire du RHDP et de la dite convention, ainsi que des invités annoncés à travers le monde. Isiaka Fofana est le nouveau secrétaire départemental du RDR à Séguéla. Il a été investi par Hamadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. Isiaka Fofana entend atteindre le score de 80% dans son département. C'est en tout cas ce que nous dit Sidonie Ouaka-Davila. Séguéla, chef-lieu de région du Ouorodougou, a connu une ambiance particulière avec l'investiture d'Isiaka Fofana comme secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains RDR. Sa nouvelle fonction lui donne d'être désormais au cœur des activités du parti pour la réélection du président Alassane Ouattara au premier tour. Une réélection voulue à plus de 80% des voix. Au regard de la mobilisation, je peux dire que c'est une mission qui, à 50%, est déjà réussie. Les autres 50% vont dépendre de notre propre détermination à aller vers les militants afin que l'objectif final, qui est la réélection à une majorité confortable du chef de l'État au premier tour, soit atteint. Actuel directeur général de la LONASI et désormais secrétaire départemental du RDR, Isiaka Fofana s'est engagé à accomplir sa mission dans la justice et l'impartialité. Co-parrains de cette cérémonie, les ministres Anne Loto et Babo Daré étaient présents pour marquer leur soutien au nouvel élu. Je crois qu'on peut compter sur ce qui-là, on peut compter sur l'engagement et la détermination des cadres qui ont su donner un sens à cette élection du nouveau secrétaire départemental. Une page nouvelle qui s'ouvre pour la vie du RDR ici à Séguéla, un RDR rassemblé et un RDR prêt à travailler main dans la main avec tous les partis du RHDP et avec naturellement tous les Ivoiriens en vue de la réélection sans embâche de son Excellence Alassane Ouattara. Lors de cette cérémonie d'investiture, les populations du Ouorodougou ont exprimé leur soif de voir la réconciliation et la cohésion nationale devenir réalité. Le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, qui a mis pour cela en mission le départemental de son parti, a souligné l'importance de cette union qui est un préalable au développement de Séguéla. Faire élire Alassane Ouattara ici à Séguéla, dans le département, avec un taux de participation de pas moins de 80% et une victoire de pas moins de 98%. C'est le défi que je te lance
rassemble tous ceux de nos fils qui sont utiles à ce combat. Rassemble surtout tous ceux qui n'ont pas voté hier. C'est vers ceux-là que je te demande de partir. Va vers eux, tends-leur la main. Le mandat du secrétaire départemental du RDR, Isiaka Fofana, est placé sous le signe d'un départ nouveau pour le parti à Séguéla. Dans l'unité retrouvée, les militants du parti s'engagent à apporter leur contribution au développement du département. Cohésion sociale et réconciliation étaient au cœur de cet événement. La cérémonie d'investiture du secrétaire départemental de Séguéla a suscité l'intérêt d'une grande partie de la population. Les départementaux sont le fer de lance de la lutte sur le terrain. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes venus montrer aux militants et à tous les parents que le départemental qu'ils ont élu a une racine profonde au sein du parti. Il faut voir au bout du compte la réélection du président. Vous avez vu ce qu'il a fait pour toute la Côte d'Ivoire en 3 ans. Alors, si on a 15 jours, on réussit à gagner 15 jours, il peut déjà arranger une ville comme Séguéla. Ce que nous avons vu ici, c'est surtout la mobilisation, la discipline, la volonté de rassemblement des militants, des cadres et l'ensemble des fils de Séguéla autour donc du secrétaire départemental, M. Isiaka Fofana. Je pense que les militants ici ont eu raison de le choisir à cause de ses qualités de manager, de rassembleur, d'humilité, et nous sommes confiants que le RDA sera encore plus fort à Séguéla. Nous sommes chez nous dans la région pour solliciter, encourager nos frères à venir à la réconciliation. Parce que sans réconciliation, nous ne pouvons rien pour le développement de la région. Le chef de l'État doit arriver bientôt à Séguéla. Ce que nous souhaitons, c'est l'entente entre tous les fils de la région, du Ouorodougou, pour le bonheur durable du Ouorodougou. La cérémonie qui vient de se tenir à Séguéla est tellement importante pour nous. Vous voyez, du Bonkani jusqu'à Ouorodougou, la distance est quand même longue. Mais c'est pour montrer aux uns aux autres la fraternité qui est entre les militants et les cadres du RDR. Nous sommes venus soutenir le départemental de Séguéla et qu'on sait qu'il œuvre beaucoup dans la réconciliation des frères et des sœurs de Séguéla, y compris pour vraiment mener à bien le parti à Séguéla. Du côté de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, on ratisse large pour le chef de l'État. Le président de l'UDPCI, Albert Amabritoakeu, c'était à Manfla, dans la sous-préfecture de Goïtafla, où il a mobilisé la population pour la réélection du président Ouattara. Thomas Guissambi. Manfla, sous-préfecture de Goïtafla. L'intronisation de Bologonebi Augustin comme chef de Zanfla, un des 12 villages de Manfla, aura été une occasion toute trouvée pour le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire d'échanger avec ses frères gourous de la localité. Albert Amabritoakeu a d'abord situé la place importante de la chefferie traditionnelle dans le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara avant de répondre aux préoccupations de ses hôtes. Des préoccupations qui portent pour l'essentiel sur la réalisation des infrastructures économiques de base à Manfla et environ. J'ai la voix, si j'ai l'éloquence de dire, le collège avant la rentrée aura des classes de 5e. Si je suis là pour vous dire, si c'est l'eau potable, on va tout faire pour que vous aussi vous ayez l'eau potable. Quand je dis, j'aurais posé les problèmes de sous-préfecture et ensemble on va trouver la solution, c'est bien parce que j'ai quelqu'un qui me fait confiance et en qui je fais confiance. Et en venant ici, je voudrais vous dire que la personne sur qui je compte pour régler ces problèmes, c'est le président Alassane Ouattara. Notre rôle, notre devoir, c'est de le soutenir. Pour le reste, le président de l'UDPCI souhaite garder le contact avec les cadres de la région. Question d'envisager ensemble les voies et moyens pour le développement de la localité. Hors de chez nous, aux États-Unis, la lutte contre le virus Ebola au cœur des assemblées de printemps FMI Banque mondiale à Washington. Les 3 pays les plus touchés par le virus Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, ont demandé aujourd'hui un plan Marshall qui s'élève à 4 000 milliards de francs CFA pour relancer leur économie et éradiquer la maladie. La Banque mondiale a annoncé une enveloppe de 325 milliards de francs CFA pour la cause. La Côte d'Ivoire, elle, s'engage à renouveler son assistance avec les médecins affectés par les pays touchés par la maladie. Le reportage de notre envoyé spécial à Washington, Sylvie Touré.
Le groupe Banque mondiale va décaisser dans les 12 à 18 mois prochains une enveloppe supplémentaire de 650 millions de dollars, l'équivalent d'un peu plus de 325 milliards de francs CFA, pour financer le plan de redressement élaboré par les 3 pays les plus touchés par Ebola, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Ce fonds servira à renforcer les systèmes de santé, l'agriculture, l'éducation, les aides financières aux populations et les programmes de protection sociale. Il prévoit également de développer l'accès à l'électricité et à l'eau potable et surtout la mise en place d'un système de surveillance épidémiologique pour prévenir de futures épidémies. Un appui fort apprécié par les bénéficiaires. Nous rentrons chez nous pour dire à nos populations que nous pouvons compter sur la communauté internationale pour l'aide de l'objectif Zéro Ebola et démarrer le processus de reconstruction économique grâce à l'aide de notre plan de redressement sous-régional que nous appelons notre plan Marshall. Nous sommes mis d'accord pour avoir un plan régional pour que nos 3 pays qui ont les mêmes problèmes soient aidés de façon globale. Nous-mêmes, nous allons faire de sérieux efforts pour augmenter nos budgets au niveau de la santé. En plus de l'appui de la Banque mondiale, plusieurs pays ont fait la promesse d'apporter une aide pour éradiquer le virus Ebola. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette mobilisation internationale. Elle s'est engagée par la voix du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan à renouveler son appui en personnel de santé affecté dans les pays touchés. Selon l'OMS, 37 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière contre 30 la semaine d'avant. Ce qui fait dire à Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, que la course contre Ebola est un marathon et les derniers kilomètres sont les plus difficiles. Il entend poursuivre la mobilisation des ressources. Je vais convoquer une conférence de haut niveau à New York en juillet en vue d'aider ces pays à mobiliser les ressources financières et technologiques pour leur reconstruction économique et sociale. En termes de bilan, l'épidémie a coûté la vie à plus de 10 600 personnes en Afrique de l'Ouest et le montant des pertes de PIB causées par le virus dans les 3 pays les plus affectés est évalué à plus de 1000 milliards de francs CFA, d'où l'intérêt pour la communauté internationale à mettre le cap sur la reconstruction des pays à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Retour en Côte d'Ivoire, des experts en audit et conseils venus de plusieurs pays d'Afrique francophone et de la France étaient réunis ici même à Abidjan depuis le 15 avril dernier en vue d'aider l'Afrique francophone à émerger en matière de développement. Guillaume Zéré et Herman Niamian nous en disent un peu plus. Aider l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire en particulier, a réussi le pari de l'émergence. C'est ce qui a réuni durant 3 jours ces experts en audit et conseils exerçant en Afrique subsaharienne francophone et au Maghreb, autour du thème « Afrique vecteur de développement fort ». Il s'est agi pour eux, cadres des cabinets d'audit et de conseils venus d'Afrique et de la France, de peaufiner la stratégie de développement sur les marchés émergents initiée par le directoire de KPMG. Il faut d'abord qu'on écoute. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est d'écouter, de comprendre quelles sont les problématiques, où est-ce qu'on en est sur la feuille de route. Et c'est à partir de là qu'on peut aider à conseiller l'État ou ses ministères à progresser sur le nouveau plan de développement que je pense est ambitieux et qu'il faudra le mener à bien. Le continent africain possède des atouts pour progresser et l'un de ces atouts demeure selon Gay Nimsimlo sa jeunesse. Nous avons environ 120 millions de jeunes éduqués qui ont une bonne capacité. C'est un atout considérable pour l'Afrique en général. Durant ces 3 jours de réflexion, les experts ont pu asseoir une stratégie qui allie vision globale et stratégie locale. Ce, pour répondre au mieux aux besoins des gouvernements et entreprises opérant en Afrique et les accompagner dans le processus d'amélioration de leurs performances. C'est la journée mondiale de l'hémophilie aujourd'hui. L'hémophilie qui est une maladie héréditaire liée à la non-coagulation du sang. Cette maladie est très peu connue en Côte d'Ivoire. L'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire saisit donc l'occasion de la journée mondiale pour informer la population sur le danger que représente cette maladie et comment vivre avec. Pagas Rokoni. Le petit Ulrich a 5 ans. Depuis sa naissance, il souffre de l'hémophilie, une maladie héréditaire liée à un manque de coagulation du sang. Ayant appris le lancement de la campagne de sensibilisation sur cette maladie invalidante, Ulrich et sa mère décident de faire le déplacement depuis Daloa pour Abidjan. Je ne savais pas. Quand je suis partie à l'hôpital Daloa, on m'a dit non, que c'est l'hémorragie des nouveau-nés.
Maintenant, c'est à partir de 6 mois, je voyais des bleus sur son corps. Bon, nous, on ne connaissait pas, en tout cas, on massait ça. D'autres malades présents dans la salle se disent heureux de la tenue de cette conférence sur l'hémophilie et ses conséquences. Quand ils voient qu'on fait des conférences pour qu'on puisse nous voir, voilà, ça me réjouit. Cette campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'hémophilie est initiée par l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire. Nous organisons dans un premier temps les manifestations pour essayer d'imprégner les agents de santé à prendre en charge les hémophiles dès qu'ils arrivent dans les hôpitaux. Et aussi dire à la population que ce n'est pas forcément la polio qui rend les enfants infimes. Nous avons aussi l'hémophilie qui rend les enfants infimes. Pour les responsables de l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire, la prise en charge de cette maladie peu connue est extrêmement coûteuse. Ils appellent au soutien des autorités. Nous lançons un réel appel aux autorités de nous aider, pour nous aider à pouvoir exporter les facteurs de coagulation parce qu'il n'y en a pas ici en Côte d'Ivoire. Tous les 2 ans, l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire participe au Congrès mondial des hémophilies en collaboration avec la Fédération mondiale des hémophilies basée au Canada avec pour objectif la promotion des actions de soins, d'aide et de renforcement des capacités médicales en matière de lutte contre l'hémophilie en Côte d'Ivoire. Parlons éducation, les dates des examens scolaires à grand tirage sont maintenues conformément au calendrier établi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, selon les directeurs des examens et concours lors d'un point de presse. Il s'agit du CEPE, du BEPC et du baccalauréat. Les conditions de repêchage aussi n'ont pas changé. Emiro Dassa et Mamadou Kwasi. Les récents événements qui ont secoué le système éducatif n'auront pas d'incidence sur le calendrier des examens à grand tirage, selon la directrice des examens et concours, DECO. Mariam Dosso a rappelé au cours d'un point de presse que la date de l'entrée en 6e et du CEPE est maintenue au mardi 26 mai 2015. Elle soutient également que les dates du BEPC et du baccalauréat restent inchangées. Pour le BPC, les épreuves d'éducation physique et sportive se dérouleront du lundi 20 au jeudi 30 avril 2015. Les épreuves orales se tiendront du mardi 2 au vendredi 5 juin 2015. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 8 au vendredi 12 juin 2015 et les résultats proclamés le samedi 27 juin 2015. Pour le baccalauréat, les épreuves d'éducation physique et sportive se dérouleront du lundi 4 au samedi 16 mai 2015. Les épreuves orales et pratiques seront programmées du 16 au 26 juin 2015. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 29 juin au jeudi 3 juillet 2015 et les résultats seront proclamés le lundi 20 juillet. En ce qui concerne les conditions de repêchage au baccalauréat, la responsable de la DECO soutient qu'elles demeurent les mêmes. Depuis quelques années, le taux de réussite aux examens scolaires est croissant à la grande satisfaction du monde éducatif. Sachez que les violences xénophobes se poursuivent en Afrique du Sud. La tension reste très vive dans le pays. À Johannesburg, des commerces tenus par des étrangers ont à nouveau été pillés dans la nuit, ce qui a suscité la colère des immigrés qui reprochent au gouvernement sud-africain de ne pas les protéger. Certains se sont munis de machettes pour se défendre. Hier, quelques 4000 personnes avaient défilé à Durban pour dénoncer ces violences qui ont déjà fait au moins 6 morts. Pour finir, découvrons le Grand Chao Phraya Cruise, un bateau-restaurant en Thaïlande. Ce bateau-restaurant vogue sur le fleuve Chao Phraya à Bangkok et offre à ses clients une vue panoramique de Bangkok. Plusieurs bateaux de ce type font le bonheur de la clientèle. Herman Niamia. La nuit tombe sur Bangkok et le beau spectacle qu'offrent les vives lumières de la ville donne envie de terminer la soirée en beauté sur le fleuve Chao Phraya. C'est le fleuve le plus important de Thaïlande après le Mekong et la Salween. Il divise la ville de Bangkok en deux. D'un côté, l'ancienne capitale et de l'autre, le nouveau Bangkok. Sur ce plan d'eau, il existe une centaine de bateaux-restaurants. Des bateaux de croisière luxueux qui offrent des dîners somptueux et une détente après une journée bien remplie. À l'embarcadère, le choix se porte très vite sur le Grand Chao Phraya Cruise, un bateau à 2 niveaux. À bord, il règne une ambiance bon enfant.
De nombreux touristes européens, asiatiques et même des habitants de Bangkok sont venus profiter du beau paysage. Profiter de cette croisière de 2 heures et demie en amoureux, en famille ou entre amis, le long de la rivière Chao Phraya à Bangkok, un vrai délice. Juste le temps d'admirer la rivière et de déguster un dîner thaï au son de musique thaïlandaise, et on peut même se permettre d'esquisser des pas de danse après le repas. Un bateau-restaurant, une balade le long du fleuve Chao Phraya, belle occasion de revisiter des scènes de la vie quotidienne thaïlandaise, des moments inoubliables qui laissent le visiteur perdu dans ses pensées. Merci Herman Yamien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.